Mon objectif, c'était pas de faire du documentaire. On est vraiment sur une œuvre de fiction. Moi, mon travail, c'est un travail d'écrivain à la base. Je souhaitais raconter une histoire. Et pour autant, il y avait un deuxième objectif qui était celui de témoigner. Parce qu'à un moment donné, j'ai été touché par l'injustice de ce qui s'est passé lors de la fermeture de l'usine. Et j'avais donc envie de témoigner. Je pense que mon rôle, il est à la fois... un écrivain, il est jamais hors sol, donc il est aussi dans la société dans laquelle il se trouve. Et j'avais cette double envie de témoigner de l'événement en question, mais de le faire sous une version romancée qui me permettait de donner ma vision des choses. Je propose une vision de ce qui s'est passé. Et donc c'est vrai que j'ai souhaité rester fidèle à ce qui s'est passé. Donc la chronologie, même si elle est un petit peu raccourcie pour les besoins de la fiction, c'est malgré tout, j'ai respecté la chronologie de ce qui s'est réellement passé. Donc dans le travail, il y a une partie documentaire qui est effectivement très importante au départ. Et ensuite, il y a tout le travail de fiction, donc création des personnages. Alors, bien évidemment, je pense que les gens qui ont vécu les événements vont retrouver certains caractères des personnages, mais pour autant, j'ai vraiment souhaité donner libre cours à l'imaginaire aussi par rapport à l'écriture du roman. Sur le contexte, moi ça me fait énormément plaisir ce que vous dites, parce que moi je ne l'ai pas vécu de l'intérieur, je ne suis pas ouvrier, ni de près ni de loin. J'ai commencé à m'intéresser au sujet quand l'usine était déjà fermée, puisque moi j'ai commencé à m'y intéresser parce que pour des raisons professionnelles, je passais de temps en temps devant l'usine et je voyais encore ces grandes banderoles de lutte ouvrière qui était encore en place, et ça m'a interpellé. Donc j'ai commencé à m'y intéresser à ce moment-là, mais j'ai pas vécu ni de près ni de loin à ce qui s'était passé. Je ne l'ai vécu qu'à travers les coupures de presse que j'ai retrouvées par la suite et que j'ai reconstituées. Je n'ai pas non plus, et ça c'était un choix que j'ai fait au moment de l'écriture du roman, je n'ai pas non plus rencontré au moment de l'écriture des gens qui ont pu être témoins ou acteurs des événements. C'était vraiment un choix pour me permettre de prendre aussi de la distance et de rester dans le côté fictionnel. Alors certains ont pu... pas le reprocher, mais en tout cas m'ont fait la remarque, dire ça aurait été intéressant, mais je ne voulais pas justement basculer dans ce côté documentaire pur, et que ça reste réellement une œuvre littéraire, une œuvre de fiction. Mais pour autant, si j'ai réussi à restituer fidèlement l'ambiance et le contexte de ce qui s'est passé, tant mieux, j'en suis très, très fier, et merci beaucoup. Donc, Julien, on se retrouve pour la seconde fois, la troisième fois, puisque vous nous avez fait le plaisir de venir la semaine dernière écouter l'histoire de Dossel. Bon, on a parlé un peu des papeteries, mais c'était la grande époque des papeteries. Et vous, avec votre ouvrage, eh bien... je ne dis pas que vous mettez, parce que ça serait péjoratif, le point final à l'histoire des papeteries, mais quand même d'une manière extrêmement forte, bien que vous ayez dit que ça soit un roman. Je trouve que vous avez, comme l'a dit Claude tout à l'heure, vous avez très bien su nous ramener à cette époque-là qui est très difficile, et je pense que c'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles certains de ceux qui l'ont vécu au fond d'eux-mêmes et qui étaient vraiment imprégnés de l'histoire papetière, ne sont peut-être pas venus encore vous écouter ou voir votre ouvrage. Votre ouvrage, si vous voulez, qui commence à prendre... il commence à s'étendre. Et je suis très très content, en tant que conseiller départemental, de vous avoir remis, ainsi qu'à votre éditeur, le prix du conseil départemental, du conseil des départements de la Lorraine, ce prix qui consacre l'intérêt qui a été porté à cet ouvrage. Alors un intérêt qui est en même temps un intérêt romancé, qui est bien écrit, c'est ce qu'on avait déjà dit la première fois, mais qui aussi relate d'une manière très forte ce que nous avons vécu. Ce que nous avons vécu de manière différente. Et vous m'avez dit donc que vous n'aviez à l'époque, pour ne pas tomber justement dans le didactique et dans
le documentaire, entre guillemets, hein, avec, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est comme ça, vous vouliez faire œuvre d'art. Alors, est-ce que vous n'avez pas rencontré, vous n'avez rencontré personne, non. Je dirais les gens de l'époque? Non, j'ai rencontré personne. Tout d'abord, merci effectivement pour l'invitation. Moi, c'est toujours un plaisir de venir dans cette bibliothèque. La causerie de la semaine dernière, moi, j'ai beaucoup appris aussi. Parce que comme vous l'avez dit, l'épisode que je relate, c'est un épisode qui arrive à la fin de cette grande histoire papetière et qui s'insère dans un patrimoine très ancien, une tradition très ancienne de papier. À l'occasion, j'en avais profité la semaine dernière pour parcourir un petit peu la commune également. Et j'ai appris que il y a un vitrail de l'église qui est consacré à la papeterie. Il y a des sculptures dans la commune qui rappellent, c'est Saint-Antoine, je crois, le patron des papetiers. Bien tenu. Et puis c'est cette histoire qui, jusqu'à une époque, il y a eu jusqu'à 5 papeteries. 5 moulins à papier. 5 moulins à papier à l'origine. Donc ça s'inscrit vraiment dans une tradition qui est très forte et qu'on ressent encore très fortement aujourd'hui, et à tel point que le roman, comme vous l'avez dit, interpelle et renvoie aussi un certain nombre de personnes à des souvenirs proches ou un peu plus éloignés. Alors sur la construction du roman, j'ai effectivement fait le choix de ne pas rencontrer d'acteurs qui ont vécu cet épisode, cet événement, parce que je souhaitais ne pas faire une œuvre de documentariste, auquel cas j'aurais effectivement pris le temps de rencontrer les uns et les autres. Mais mon intérêt premier, c'est d'écrire de la fiction, c'est d'écrire des romans. Je suis avant tout un écrivain, mais pour autant, un écrivain, il est ancré dans une société, il est touché par un certain nombre d'événements qui se passent ou d'injustices. Et là, en l'occurrence, j'ai été touché par ce combat des employés pour sauver leur outil de travail, pour sauver un savoir-faire de plusieurs centaines d'années dans cette commune. Et à un moment donné, au-delà de cette envie d'écrire des histoires et de raconter des histoires, il y a aussi l'envie de témoigner et que cet épisode-là ne tombe pas dans l'oubli. Alors pour plusieurs raisons, déjà parce que ça permet d'entretenir la mémoire sur des événements qui se sont passés, et en ça je fais un petit peu le parallèle avec un roman que j'avais déjà écrit dans le passé, qui était un roman historique sur un épisode de la bataille de Verdun, avec cette même volonté à un moment donné de témoigner, de se dire que les anciens de Verdun, il n'y en a plus aujourd'hui, et il faut malgré tout continuer à entretenir cette mémoire auprès des nouvelles générations. C'est un peu le sens aussi de la causerie de la semaine dernière, hein, pouvoir transmettre un certain nombre de choses. Et là, donc, pour Sabotage à Cédole, il y avait aussi cette préoccupation, à un moment donné, de transmission, et de garder un témoignage, de garder la mémoire de cet événement, pour lui-même, pour ce qu'il est en tant que tel, et puis peut-être aussi pour se dire, alors très modestement, hein, sans grande ambition, mais peut-être que ce témoignage-là permet aussi de faire évoluer les choses, évoluer la société, parce que bien que ce soit une thématique qui concerne principalement l'industrie et le comportement voyou de certains grands groupes industriels, c'est aussi un témoignage sur d'autres thématiques de la société. Ça va traiter de la thématique du déclassement social, ça va traiter de la thématique, à un moment donné, comme on est dans un thriller, il y a aussi une thématique sur les trafics de stupéfiants, etc. Donc c'est vraiment, ça a été aussi l'opportunité, au-delà du traitement simplement de ce qui s'est passé à l'usine UPM Kiméné, de parler à un moment donné de la société dans laquelle on se trouvait au moment de cet événement. Alors justement, si vous voulez, ce qui m'a quand même interpellé, ce qui m'a beaucoup interpellé quand je l'ai lu, donc on en a discuté parce que on n'a pas tout à fait les mêmes, je dirais, les mêmes référents, hein. Moi, je suis très attaché à cette déléguée syndicale, hein, qui
qui a quand même mais qui n'a pas existé en réalité, puisque c'était un délégué qui était là, quelqu'un qui a fait un sacré boulot. Mais et moi, je crois, si vous voulez, ce qui est quand même fondamental dans cette histoire, l'histoire globale, si vous voulez, du papier et tout, c'est que jusque-là, on était dans je dirais, dans un capitalisme paternaliste, hein, qui a régné chez nous pendant des siècles, hein, et puis avec le souci du bien faire, le souci aussi, toujours pareil, avec des arrière-pensées sur le bien-être. Hein. Et puis, à côté de ça, si vous voulez, quand nous avons eu cette catastrophe qui est arrivée, parce que c'est une catastrophe, il s'est passé plusieurs choses. C'est d'un coup, si vous voulez, l'ultralibéralisme qui règne partout nous est apparu, mais d'une manière quand même, non pas insidieuse, mais on s'est trouvé devant un mur. Pourtant, on a eu, si vous voulez, à l'époque, je salue tous les ouvriers et cadres qui se sont battus pour l'usine. Nous avons eu des aides quand même au niveau européen. On avait les syndicats, y compris les syndicats finlandais, qui nous avaient appuyés. Les syndicats aussi suédois, mais vous savez, qu'entre la Suède et la Finlande, c'est pas toujours, comment je dirais, le grand amour. Hein. Et puis on avait la Confédération des syndicats européens aussi, qui avait appuyé. Donc vous voyez quand même, c'est devenu véritablement un sujet de société, comme vous l'avez fort bien dit. Mais je crois que ce qui a véritablement mis le point sur ce que c'est maintenant cet ultralibéralisme, c'est ce que vous avez écrit, le sabotage. Est-ce qu'on pouvait concevoir... Alors on a conçu, quand les autres papeteries ont fermé, on a fermé. Bon, voilà, hein, c'est triste, mais on a fermé. Tandis que là, on va plus loin. On va plus loin parce que dans ce que vous écrivez, et qui est vrai, hein, je le maintiens, parce que certains m'ont dit, mais c'est pas possible. Encore aujourd'hui, on m'a dit, c'est pas possible. Je dis, si, c'est possible. Hein. Bon, on va pas dévoiler les choses, mais c'est quelqu'un qui est venu sur l'ordre du PM, hein, qui est venu saboter le système pour plus qu'on puisse produire du papier à Docelles. C'est quand même quelque chose de terrible, ça. Hein. Imaginez qu'il y a eu des problèmes sur les machines du fait des ouvriers. Vous vous rendez compte, ça aurait fait un scandale gigantesque. Tandis que là, bon, il y a quand même eu, si vous voulez, des réactions au niveau de la grande presse. Hein. Même le Canard enchaîné a fait un très beau papier là-dessus, Le Monde, etc. Hein. Et je vous ai dit rapidement, quand le Monde me téléphone le vendredi, le matin, pour me demander si j'irais à la vente, j'ai dit non, pas la peine qu'on voit ma misère. Hein. Et puis, quand je leur ai expliqué que c'était saboté et tout, on sentait qu'ils y croyaient pas beaucoup. Quoi, hein. Et ils m'ont rappelé le soir, ils avaient effectivement appelé la direction en Finlande pour dire, ben oui, c'est nous qui avons donné, etc., pour pas qu'on puisse... Donc, si vous voulez, dans ce que vous avez très très bien ressorti, c'est plusieurs choses. C'est aussi le déni, le mensonge qui a régné pendant ce que vous écrivez, qui a régné pendant 3 ans. Hein. On a fait croire que. Et puis à côté de ça, on a mis un PSE qui était extraordinaire. Hein. Donc toujours l'argent, vous voyez, l'argent est toujours derrière. Hein. Et ça, on le sent bien dans votre livre. On le sent bien. Et même si vous n'avez pas rencontré les gens, il y a des personnages là, hommes et femmes, qui sont très très bien reproduits. Croyez-moi, hein, j'ai passé assez de nuits blanches. Hein, puis j'avais une ancienne colistière. On en a passé du temps hein, sur UPM à l'époque. Hein. On en a passé. Hein. Toujours, et puis, si vous voulez, ce qu'il y avait vraiment de... Vous voyez, on nous aurait dit, on ferme. Bon, ok, on ferme, ça y est. On se bat, et puis voilà. Mais là, on ne nous a jamais dit d'une manière constante, on ferme. On nous a dit, eh bien, oui, on va vous... écoutez, on peut accepter qu'il y en ait d'autres... Alors, il y a même eu Pocheco qui est venu, tout le monde est venu pour racheter l'usine. Hein. Donc, on a eu de l'espoir jusqu'au bout. Jusqu'au moment où eh bien, on a perdu au tribunal, on a perdu. Donc, bon, je ne veux pas commenter, on n'en a pas le droit par la loi de commenter les... Mais ça a été, si vous voulez,
très difficile. On a vu qu'on était tout seul, quoi, finalement. À part le... Mais aujourd'hui encore, j'admire véritablement les ouvriers et ouvrières, les cadres, etc., qui se sont battus jusqu'au bout. Je remercie, j'en profite pour remercier aussi aujourd'hui mes colistiers de l'époque, qui eux aussi ont suivi avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de passion comment... Et puis la population était véritablement, c'était une catastrophe dans la vallée, quoi. Une catastrophe dans la vallée. Mais on ne peut que vous remercier. Et vous êtes là aujourd'hui, j'espère véritablement que moi je pense sincèrement, je lis beaucoup, je pense sincèrement que votre livre va passer le temps. Je veux dire, il va durer. Il est un témoignage, c'est le seul témoignage que nous ayons, même si vous avez dit c'est un roman, mais c'est le seul témoignage que nous ayons, si vous voulez, surtout sur la dernière partie. Il faut oser aller jusque-là. C'est prodigieux, quoi. Oui, c'est vrai. Il y a plein de choses dans ce que vous avez dit. J'ai essayé de retrouver un petit peu le fil. Au-delà du mensonge, moi, je vais même plus loin. C'est que avant qu'on arrive à ce point final du sabotage, il y a eu effectivement plusieurs années où les ouvriers se sont fait balader. Et donc, moi, plus que mensonge, j'utiliserais le terme de cynisme. Et ça, justement, moi, c'est aussi ce cynisme-là qui m'a incité à écrire le livre, et j'ai essayé de relater à travers les personnages, parce que on peut parler un petit peu des personnages, mais les personnages dans un roman, dans une fiction, c'est vraiment ce qui structure le livre, parce que c'est à travers la vie des personnages qu'on va pouvoir s'identifier. Ils vont nous emmener à travers le roman, découvrir leur vie et découvrir, là en l'occurrence, leur combat. Et c'est vraiment de ce combat-là aussi, moi, que j'ai trouvé, alors a posteriori, encore une fois, parce que j'étais pas présent au moment où les événements se sont passés, mais j'ai trouvé admirable. Ils ont fait preuve d'un courage admirable, d'une abnégation admirable. Ils avaient foi dans leur combat, et accompagnés, comme vous l'avez dit, par les élus locaux, par les syndicats. Tout le monde s'est mobilisé pour essayer de trouver une solution, et on se rend compte que dès qu'on commence à approcher, à toucher du doigt la solution, la multinationale vient sabrer tout ça, et voilà, et il y a une douche froide qui arrive, et on se remet à espérer, et c'est aussi ce cynisme-là, moi, que j'ai voulu dénoncer, parce que c'est vrai que j'avais déjà été sensible, et le roman, il arrive après une première tentative d'écriture d'un roman de ce type-là que j'avais commencé, et puis pour laquelle je ne suis pas allé au bout pour des raisons personnelles. J'avais commencé à écrire un roman sur les fermetures de Gandrange et de Florange. Parce qu'à un moment donné, je m'étais intéressé à ce milieu ouvrier de la sidérurgie. Je ne suis pas allé au bout, mais j'avais déjà commencé à prendre connaissance de toutes ces luttes ouvrières de la fin du XXe, début du XXIe siècle. Et j'ai vraiment eu là envie de témoigner de ce combat-là. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas fait à travers, encore une fois, les personnages réels, parce qu'on est dans une œuvre de fiction. Et alors, c'est vrai que vous le rappeliez tout à l'heure, on a une petite différence, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le même personnage, voilà, on n'a pas les mêmes affinités pour les personnages. Alors c'est vrai que le personnage principal, la déléguée syndicale, elle est très importante dans le roman, c'est la figure centrale, et ça a vraiment été un choix de ma part d'en faire un personnage féminin. Parce que finalement il y a assez peu d'héroïnes entre guillemets dans les romans en général, dans la littérature en général, et là ça me semblait intéressant de pouvoir aussi, parce qu'il y a aussi à travers le roman cette thématique du féminisme aussi qui transparaît aussi, et que j'ai voulu aborder aussi, même si ce n'est pas la thématique principale du roman, c'est aussi un combat moi qui m'est particulièrement cher, et donc il y a ce personnage là, mais le personnage qui, pour moi, donc, est le plus important, c'est le personnage d'Emma, qui est dans une logique très ultralibérale aussi, qui est salarié du cabinet de consultants, qui est en charge d'organiser, dans un premier temps, la session, et puis finalement la fermeture de l'usine. Et c'est le personnage qui, à travers le roman, va évoluer le plus.
Et c'est elle qui, à un moment donné, va poser le sens de tout ça. Quel est le sens de tout ça dans la société d'aujourd'hui? Le sens pour ces multinationales de toujours faire plus d'argent, de vendre un outil de travail qui était rentable, qui fonctionnait, les carnets de commandes étaient pleins. Mais pour simplement améliorer la capitalisation boursière de l'entreprise et mieux rémunérer les actionnaires, on va effectivement décider d'un trait de plume de rayer un outil de travail dans un territoire qui, Docelles, on ne savait pas trop où c'était, en tout cas auprès des actionnaires. On peut imaginer que les actionnaires ne savaient pas précisément situé sur une carte Docelles. Et on va effectivement décider en haut lieu de supprimer un outil de travail qui est hérité d'une tradition de plusieurs siècles, qui fait vivre des familles, une commune, toute une vallée, comme on l'a dit, parce que ça contribuait aussi au dynamisme global de l'ensemble de la vallée. Et c'est ça aussi que j'ai voulu retranscrire. Et dans un roman, c'est vrai qu'il faut toujours un personnage dont on montre l'évolution. Alors, Mathilde aussi, la déléguée syndicale, elle évolue aussi forcément, parce qu'on ne sort pas indemne non plus d'un combat comme celui-là. Je pense que vous en savez quelque chose aussi à titre personnel. Et ça, j'ai voulu aussi montrer et poser la question du sens de tout ça dans notre société d'aujourd'hui. Quel est l'intérêt finalement de rechercher une rémunération d'actionnaires toujours plus importante, en sachant que le prix à payer derrière, c'est, on voit aujourd'hui une usine qui ne vit plus, des gens qui ont dû se reclasser après un combat de plusieurs années qui a été éprouvant. Et c'est le personnage de Emma qui vraiment, pour moi, pose le mieux cette question-là, cette question du sens de notre société aujourd'hui. Et vous donnez une, je ne veux pas dire une fin, mais sur le personnage d'Emma, vous donnez quand même quelque chose qui est intéressant, c'est une sortie positive. Oui. C'est-à-dire qu'elle vient de se rendre compte qu'elle était manipulée pour véritablement uniquement faire de la casse, et puis que peu à peu, elle va commencer à s'éloigner de ce faux sens pour arriver à un sens véritablement capitaliste, qui n'est plus un sens capitalistique. Je rappelle quand même une chose, parce que ça a fait mal aussi, c'est qu'à l'époque, la machine du PM est une des plus modernes d'Europe. Une des plus modernes d'Europe, avec véritablement beaucoup d'améliorations qui étaient apportées dessus. Et puis, rappelez-vous, on avait reçu une délégation européenne, même plus, parce qu'il y avait un japonais qui était venu. Vous vous rappelez de ça, les gens du conseil, qui étaient venus voir la machine, parce que véritablement, au point de vue technologie, c'était une technologie de pointe, une technologie de pointe. Et à ce moment-là, tout est fait pour Mais on peut se rendre compte, rappelez-vous, les vœux en janvier. Mais bon sang, le samedi, on fait les vœux, le directeur de l'usine est là, tout content, parce qu'on peut se projeter dans l'avenir et tout. Ça, c'est le samedi. Et le jeudi matin, il vient me voir, il me dit, on vend. Voilà. D'un coup. Donc, vous voyez, quand on parle de cynisme, c'est tout ça aussi. C'est tout ça aussi. Mais je pense, si vous voulez, c'est préparer tout ça. C'est préparer. Vous savez qu'est-ce que c'est que pour eux 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans? C'est rien du tout. C'est rien du tout. Surtout que l'usine avait fait des bénéfices et tout. Voilà. Oui, puis ils savaient déjà qu'ils ne voulaient pas de repreneurs, malgré ce qu'ils ont affiché à l'époque, ils savaient déjà, alors qu'il y avait effectivement toute la place pour un repreneur. L'outil de production était là, le savoir-faire était là, les employés étaient là, et moi je suis persuadé qu'il y avait de la place pour un papier, pour continuer à faire du papier ici. Oui, il y avait... que ce soit par les repreneurs. C'est vrai, j'ai changé les noms au niveau des repreneurs, mais on parlait de Pocheco tout à l'heure. Moi, j'avais eu l'occasion de voir un reportage à la télé, je ne sais plus sur quelle chaîne, sur ce qu'ils ont réussi à faire dans le Nord au niveau de la production d'enveloppes. C'est une entreprise sociale, environnementale. Enfin, voilà, ça aurait été. Mais leur projet, c'était pas simplement sur la papeterie. C'était véritablement un projet environnemental pour tout le secteur. Ça aurait été un projet intégré
qui aurait été intéressant. Qui aurait été intéressant. Mais là, on a trouvé... alors là, à l'époque, on se rappelle, non? Je crois qu'ils avaient dit que c'était pour des problèmes environnementaux, qu'ils n'étaient pas sûrs s'ils vendaient, que ce soit bien... Enfin, ils ont trouvé un truc que leur avocat a bien entendu. Parce qu'il fallait les voir, les avocats. Ils débarquaient à 4, et nous, on avait notre avocat. Voilà, Arnaud Montebourg est venu, et on a rencontré Arnaud Montebourg 2 fois. Il est venu 2 fois. Et il apportait des solutions financières. Bon. Ça, c'est la première. Il s'est fait virer, c'est Macron donc, qui l'a remplacé au développement. Je peux vous assurer, et il y a tout le dossier, et là, on peut constater, c'est que toutes les lettres que nous avons envoyées pour demander un rendez-vous, pour alerter et tout, on n'a jamais eu de réponse. Bon. Je vais encore en donner une autre, parce que quand on écrit au ministre des Affaires étrangères, alors comment il s'appelait celui-là déjà? Oublie. Si, vas-y. Fabius. On lui écrit pour lui demander d'avoir un entretien avec l'ambassadeur, on s'en souvient de ça, l'ambassadeur de Finlande à Paris, et que quelqu'un du cabinet où lui nous accompagne. Il nous a répondu très très vite. Monsieur le maire et chers collègues, parce que quand même on était de la même chapelle, de la même chapelle. Et il nous dit, j'ai bien reçu votre lettre, veuillez trouver ci-joint le numéro de téléphone de l'ambassade de Finlande à Paris. Il y a un autre sujet quand même qui est fondamental aussi, c'est les cabinets ministériels. Et comment le tri se fait dans ce genre de courrier qu'on envoie à un ministre, que vous, en tant que maire, vous envoyez à un ministre à un moment donné, il passe aussi un certain nombre de filtres dans les cabinets ministériels, la haute fonction publique, et dans quelle mesure le ministre a vraiment, est-ce que c'est vraiment lui qui a j'ai sa signature. Oui, non, mais... Si c'est des technocrates, ça c'est un vrai sujet aussi. Et vous voyez aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On dit on va en faire des grands, on va réindustrialiser. Mais il fallait déjà pas laisser partir. Oui, bien sûr. C'est de la com. C'est de la com. Surtout le Macron. Je vous dis, c'est plus qu'un roman, c'est véritablement un témoignage qui va rester.